Et si la victoire ne se décidait plus dans les tranchées, mais au bout d'un quai obscur, loin des caméras? Dans la guerre moderne, l'arrière devient le véritable champ de bataille. Là, la logistique trace la frontière invisible entre résistance et effondrement. Oubliez les charges héroïques et les coups d'éclat. Aujourd'hui, tout se joue dans l'ombre, sur des rails, à l'abri des regards. Les vraies batailles se mènent sur les lignes de ravitaillement, là où chaque convoi compte, où chaque retard peut devenir fatal. Pour mieux saisir l'importance de cette nouvelle donne, souvenons-nous de la bataille de Stalingrad lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce siège titanesque fut autant une question de munitions et de pain qu'une affaire de courage. L'armée allemande, coupée de ses lignes de ravitaillement par l'hiver et les contre-offensives soviétiques, s'est effondrée non pas faute de combattants, mais faute de vivres, de carburant et de munitions. La logistique, déjà, déterminait l'issue d'un affrontement titanesque. Sur la carte d'Ukraine, 2 points seulement font pencher le sort d'un front entier: Pavlograd et Lazova. Presque anonymes, ces 2 villes abritent pourtant le cœur battant de l'armée ukrainienne. Leur mission? Servir de centre logistique indispensable, par où transitent armes, carburant, renforts et espoir. Imaginez, chaque obus, chaque blindé occidental, chaque rotation de soldats passe inévitablement par Pavlograd ou Lazova. Leur coordination offre à l'état-major une marge de manœuvre cruciale: renforcer une position, combler une brèche, tenir un secteur menacé. Mais que se passerait-il si, en une seule nuit, ces 2 gares tombaient hors service? Dans le passé, des situations similaires ont bouleversé le destin d'armées entières. Lors de la guerre du Yom Kippour, en 1973, la destruction d'un simple pont logistique sur le canal de Suez a suffi à retarder une contre-offensive décisive. En Afghanistan, les convois d'approvisionnement occidentaux étaient constamment la cible d'embuscades, forçant les états-majors à repenser en permanence leur route au risque de tout perdre. C'est un effet domino implacable. La neutralisation de ces nœuds ferroviaires couperait net les artères du ravitaillement. Plus rien n'arriverait au front sud, le flanc serait isolé, les zones critiques, abandonnées. L'effondrement logistique ne ralentirait pas simplement la guerre. Il signerait la défaite sans même livrer combat. Sous-estimer la puissance de la logistique, c'est risquer de tout perdre. L'issue d'un conflit se joue parfois dans le silence d'une gare détruite, bien loin du fracas des armes. Ici, chaque wagon vaut plus que 1000 hommes. Mais comment Pavlograd et Lazova sont-elles devenues le talon d'Achille d'un dispositif militaire tout entier? Et pourquoi leur chute simultanée a-t-elle bouleversé le cours de la guerre? Pour comprendre cette bascule, il faut plonger dans les arcanes de la logistique militaire ukrainienne. Voici comment 2 villes obscures ont changé le destin d'une nation. Imaginez une armée privée de munitions, de carburant, de vivres, de renforts. Rien n'est dû au hasard. Chaque rupture logistique naît d'un choix, d'une attaque, d'un échec silencieux. Derrière chaque victoire retentissante, chaque défaite cuisante, se cache une bataille invisible, celle de l'approvisionnement. Le front n'est qu'une façade, un écran de fumée fait de tranchées, de ruines, d'assauts. Mais les leviers réels du pouvoir se trouvent loin, à des centaines de kilomètres, là où la guerre se gagne ou se perd dans le secret des réseaux de transport et des dépôts logistiques. Dans l'est et le sud de l'Ukraine, 2 noms s'imposent comme des points vitaux: Pavlograd et Lazova. Ces villes ne sont pas de simples gares, mais les véritables cœurs battants du système militaire ukrainien. Ici, chaque convoi, chaque wagon chargé d'armes ou de vivres, chaque renfort humain transite, est trié, réorienté, puis propulsé vers la survie du front. Pavlograd centralise le matériel venu de l'ouest et du centre, trie et redistribue les secours vers les zones sous pression. Lazova, en écho, double et relie, offrant la souplesse indispensable pour basculer les ressources d'un théâtre d'opération à l'autre, de la défense de Zaporijia aux affrontements de la frontière orientale. Chaque blindé expédié, chaque obus destiné à l'artillerie, chaque unité de soldats en route vers la ligne de feu passe inévitablement par ces 2 hubs. Leur synchronisation assure la flexibilité et la résilience du commandement ukrainien. Si l'un vacille, tout le système menace de s'enrayer. Si les 2 tombent,
c'est la rupture brutale. Plus de renforts, plus de munitions, plus de carburant. L'armée se retrouve exsangue, figée. Pour prendre un exemple concret, lors des conflits en ex-Yougoslavie dans les années 90, la destruction des ponts sur la Save et la Drina a paralysé la circulation entre Sarajevo et Belgrade, isolant des poches de résistance entières. La guerre n'a pas été décidée par l'usure des hommes, mais par la coupure des routes vitales. Sous-estimer leur importance, c'est ouvrir la porte à l'effondrement stratégique, à ce moment où l'armée privée de son sang logistique reste paralysée face à l'ennemi. Dans une guerre où chaque minute est décisive, la maîtrise ou la neutralisation de ces hubs peut faire basculer le destin d'un conflit. Mais comment, face à une vigilance extrême, identifier ces talons d'Achille sans alerter l'adversaire? Comment planifier leur destruction de façon chirurgicale, sans laisser de traces, sans éveiller les soupçons? Pour comprendre ce qui s'est réellement joué à Pavlograd et Lazova, il faut remonter aux origines de leur importance stratégique. Comment ces villes sont-elles devenues les artères vitales du système ukrainien? Derrière chaque coup d'éclat, il y a des mois de préparation et une guerre de l'ombre où rien n'est laissé au hasard. Quand l'objectif est de paralyser le cœur logistique d'un adversaire moderne, l'improvisation n'a pas sa place. L'opération contre Pavlograd et Lazova est née d'une planification froide, méthodique, chaque détail minutieusement pesé. Tout commence par la collecte de renseignements, sur plusieurs fronts à la fois. Depuis des semaines, des satellites épient le moindre mouvement. Ils suivent le balai des trains, comptent les wagons, analysent la cadence des rotations. Des drones longue portée filment jour et nuit, captant la réorganisation des convois, l'arrivée discrète de nouveaux équipements venus de l'Ouest. Sur le terrain, des agents infiltrés dérobent les secrets que la technologie seule ne saurait saisir. Horaires confidentiels, nature exacte des cargaisons, mesures de protection, méthodes de camouflage mises en place par les autorités locales. Prenons l'exemple de l'opération Tracer, menée par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui utilisait des agents derrière les lignes ennemies pour recenser les horaires des trains allemands. Grâce à ces informations, des attaques aériennes pouvaient être planifiées au moment exact où les trains chargés de blindés traversèrent les nœuds clés, maximisant l'effet destructeur. L'analyse de ces données n'est jamais passive. Dans des salles obscures, l'examen devient un jeu d'échecs. Les analystes dissèquent sans relâche le flux ferroviaire, traquent les créneaux critiques où la densité de matériel et de personnel atteint son maximum. Ils repèrent les pauses dans les horaires, identifient les points faibles, là où une frappe peut non seulement causer des dégâts immédiats, mais aussi retarder toute tentative de réparation. L'objectif n'est pas de détruire quelques rails ou bâtiments. Il s'agit de sectionner les artères logistiques, d'empêcher tout contournement, d'infliger une paralysie durable. La conception de l'attaque s'affine. Elle doit frapper en plusieurs vagues, chacune pensée pour maximiser le chaos. La première vague vise les nœuds vitaux, postes de commande, sous-stations électriques, centres de coordination. Leur perte gèle instantanément tout trafic. La seconde vague cible les voies d'accès, les aiguillages, les dépôts, les réserves de carburant. Même si une partie de l'infrastructure survit, elle sera isolée, inutilisable. Tout doit être exécuté dans une synchronisation parfaite pour piéger l'ennemi dans sa propre réaction, l'empêcher de mobiliser les secours ou de rediriger les convois à temps. Pour illustrer, rappelons-nous du sabotage du pont de Remagen, qui, lors de la traversée du Rhin en 1945, a permis aux Alliés de franchir une barrière naturelle et de précipiter la chute de l'Allemagne nazie. Un seul point logistique, pris ou détruit au bon moment, peut changer la trajectoire d'un conflit mondial. Mais chaque phase de ce plan comporte un risque colossal. La moindre faille dans l'analyse, un timing décalé ou une exécution imparfaite, et l'opération s'effondre. L'ennemi pourrait alors restaurer partiellement la logistique, éviter la catastrophe totale, prolonger la résistance. La pression est immense. Ici, la moindre erreur coûte bien plus qu'une opération. Elle peut inverser le cours du conflit. C'est dans ce climat de tension extrême que l'ordre d'attaque tombe. Les équipes sont prêtes, chaque missile assigné, chaque cible validée à la seconde près. La nuit s'apprête à basculer, emportant l'illusion de sécurité des hubs de Pavlograd et Lazova.
L'exécution va révéler la puissance de la planification invisible, là où la guerre se décide avant même que l'aube ne dévoile le champ de bataille. Les premières minutes seront décisives. Le sort de tout un front va se jouer avant que la moindre alerte ne résonne. Quand la logistique s'effondre, l'armée tout entière chancelle. En quelques minutes, Pavlograd disparaît sous les frappes, toutes les liaisons ferroviaires du flanc sud sont foudroyées. La gare, les dépôts, les sous-stations et les stocks de carburant brûlent, réduisant en poussière des mois de préparation. L'effet est fulgurant. Les convois stoppés restent piégés, incapables d'avancer ni de reculer. Ceux qui cherchent à contourner vers l'Azova n'y trouvent qu'un chaos plus grand. Ce second hub, submergé à son tour, explose dans un enfer de feu. Les rails éventrés, les gares pulvérisées, toute tentative de repli ou de réparation vire au mirage. Le domino s'emballe. Les incendies sautent de train en train, les wagons piégés explosent en série. Les équipes de maintenance, traquées par la crainte de nouvelles frappes, n'osent plus approcher. Chaque geste devient mortel. Tout mouvement est repéré, chaque réparation ciblée. En quelques heures, la région entière s'embrase. Les rails encombrés, des dizaines de trains bloqués forment un embouteillage monstrueux, autant de proies immobiles pour les frappes suivantes. Les réserves de munitions et de carburant partent en flammes, déchaînant des détonations sans fin. Les tentatives de désengorgement ne font qu'amplifier le chaos, piégeant hommes et matériel dans une spirale infernale. Le moral s'effondre. Les officiers perdent tout contrôle, plus de coordination, plus de visibilité sur les flux, plus de capacité à réagir. La peur paralyse chaque décision. Privée de ravitaillement, l'armée se retrouve exposée, incapable de contre-attaquer, ni même de survivre à moyen terme. L'extrême vulnérabilité s'installe. Sans logistique, la puissance militaire s'évapore. Les lignes de front deviennent des pièges où chacun attend la prochaine catastrophe, incapable de la conjurer. Là où le ravitaillement s'arrête, la guerre s'éteint, brutalement, sans recours. Mais au-delà de la destruction matérielle, c'est tout un mythe de puissance qui vacille. La défaite logistique révèle la fragilité cachée de la machine militaire moderne. Un point de rupture unique peut bouleverser tout le cours d'une guerre. Ce n'est pas une image. La chute soudaine d'un nœud logistique peut pulvériser la force d'une armée, loin des regards, loin des tirs. Bien souvent, la victoire naît dans l'ombre, là où personne ne regarde, mais où les conséquences résonnent partout. La logistique reste la colonne vertébrale de toute opération militaire. Quand elle casse, tout s'écroule. La capacité de riposter, le moral, la survie même du front. Les soldats, sans munitions, sans carburant, sans soutien, ne sont plus qu'une foule vulnérable. Un seul maillon faible, s'il est bien ciblé, suffit à démanteler une machine militaire moderne. Pour illustrer cette réalité, souvenons-nous de l'échec de l'armée napoléonienne lors de la campagne de Russie. La Grande Armée, forte de près de 600 000 hommes, s'est enlisée faute de ravitaillement. L'hiver russe, l'éloignement des bases logistiques et les attaques sur les convois ont eu raison de la plus puissante armée d'Europe, prouvant une fois de plus que la logistique est le véritable maître du destin militaire. La différence, ce n'est pas la force brute. C'est l'anticipation, l'art de lire les réseaux ennemis, la précision dans la collecte d'informations et la coordination sous pression. Savoir où et quand frapper, déchiffrer les circuits logistiques adverses, voilà ce qui distingue les stratèges des téméraires. Aujourd'hui, la guerre n'a plus de ligne de front nette. L'arrière est devenu un champ de bataille invisible. Saboter une sous-station électrique ou un centre ferroviaire peut peser autant qu'une victoire éclatante. Il faut repenser la sécurité. Protéger les soldats ne suffit plus. Il faut investir dans la résilience, fortifier chaque maillon des réseaux contre les coups précis. Ce n'est pas qu'un enjeu militaire. Toute organisation, publique ou privée, s'appuie désormais sur des chaînes logistiques et des réseaux fragiles. La même vulnérabilité guette partout, entreprises, villes, nations. Un incident, une faille exploitée, et tout menace de s'effondrer. Les leçons de l'histoire militaire sont claires, ignorer la défense de ses arrières, croire pouvoir improviser, conduit droit au désastre. Prenons l'exemple de l'effondrement du géant du transport maritime Ever Given dans le canal de Suez en 2021. En quelques jours,
Le blocage d'un seul navire a paralysé la logistique mondiale, coûtant des milliards et provoquant une onde de choc sur toute la planète. Cela démontre que la fragilité d'un seul point peut avoir des répercussions incommensurables. Oublier ces stratégies, c'est rejouer les mêmes échecs. La perte de ressources, de réputation, d'avantages compétitifs se joue aussi bien sur les champs de bataille que dans le monde civil. À l'ère de la vitesse informationnelle et des flux précaires, négliger la pensée systémique, c'est s'exposer soi-même à la chute. Alors, comment se préparer à survivre et peut-être à l'emporter dans la guerre de demain? Ce n'est pas une spéculation abstraite. L'exemple ukrainien révèle comment l'effondrement de quelques hubs clés a bouleversé tout un conflit. Décryptons ce qui s'est réellement passé à Pavlograd et à Lazova. Première étape. Cartographier les réseaux. Tout commandement moderne doit savoir avec précision où se situent ses points névralgiques, ses arrières, ses réserves. Il faut dresser l'inventaire de chaque pont, chaque dépôt, chaque station de triage. Deuxième étape. Diversifier les parcours. Un système logistique résilient ne repose jamais sur un seul itinéraire. Il multiplie les itinéraires alternatifs, entretient des stocks tampons, investit dans la capacité de détourner ou de réorienter le flux en cas d'attaque. C'est la leçon que les armées d'Israël ont apprise lors des guerres du Liban, où la flexibilité des routes de ravitaillement fut cruciale. Troisième étape. Renforcer la surveillance et la défense de ces nœuds. Cela implique l'installation de radars, de systèmes anti-drones, de patrouilles permanentes et de plans de repli. Les centres logistiques doivent être pensés comme des forteresses, capables de résister à un assaut bref mais violent. Quatrième étape. Entraîner le personnel à l'improvisation contrôlée. Quand la crise survient, il ne s'agit pas d'improviser au hasard, mais de déployer des procédures d'urgence rodées, des équipes mobiles de réparation, des détachements capables de recréer rapidement un point de passage temporaire. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale regorge d'exemples où des ponts de fortune ou des gares mobiles ont permis de sauver l'approvisionnement dans des situations désespérées. Cinquième étape. Investir dans l'intelligence collective. Les armées modernes, mais aussi les grandes organisations civiles, tirent parti de l'analyse de données massives pour anticiper les ruptures de flux. Les simulations, les exercices réguliers de crise, la redondance informatique et l'échange d'informations avec des alliés sont devenus des atouts incontournables. La victoire appartient à ceux qui maîtrisent l'invisible. Ceux qui lisent sous la surface, là où s'enchevêtrent les flux d'hommes, d'armes et d'énergie, là où se trame la vraie puissance du présent. La destruction simultanée de Pavlograd et Lazova en est la preuve éclatante. Le cœur d'un conflit bat loin des caméras. Les affrontements spectaculaires masquent une réalité plus froide. La guerre se gagne ou se perd dans l'ombre, bien avant le premier tir, sur les rails, dans les entrepôts, entre les signaux minuscules échangés par satellites et drones au-dessus de plaines sans nom. Être aveugle aux infrastructures, c'est livrer son sort à l'ennemi. Ignorer la trame souterraine des réseaux, c'est marcher sur une corde raide, prête à basculer dans le chaos quand on croyait tout maîtriser. L'Ukraine l'a appris dans la douleur. Il suffit que 2 centres vitaux s'effondrent pour qu'une armée tout entière soit paralysée, incapable de réagir là où, la veille encore, tout semblait possible. Derrière la brutalité apparente de ces frappes, il y a la patience de l'analyse, la finesse du renseignement. Désormais, les décisions cruciales se prennent à huis clos, dans le secret des salles de planification, nourries par des données extraites pixel après pixel, morceau par morceau, par une domination patiente de l'information. À l'ère des guerres invisibles, comprendre ces dynamiques n'est plus réservé à une poignée de stratèges. C'est une nécessité vitale pour anticiper, se protéger, décider. Que l'on soit citoyen, investisseur, dirigeant ou simple spectateur, savoir où passent les lignes vitales et les flux cachés, c'est lire l'avenir avant qu'il ne nous submerge. Car la crise de demain ne ressemblera pas à celle d'hier. Elle sera plus furtive, plus systémique, encore plus dépendante de cette cartographie invisible que dessinent chaque jour les infrastructures et les données. Il appartient à chacun de choisir, rester simple spectateur de ces jeux d'ombre, ou apprendre à voir, à anticiper, à saisir les logiques profondes qui façonnent le monde. Car à la fin, l'histoire retiendra non pas le nombre de chars, ni la taille des armées,
mais la capacité à voir l'invisible, à protéger les points faibles, à réagir avant l'effondrement. C'est à cette condition, à force de vigilance, d'analyse et d'adaptation, que l'on peut non seulement survivre, mais l'emporter dans la guerre de demain.